Nous sommes en Libye, en 1996. À l'intérieur de la prison d'Abu Salim, l'air est chargé de tension et empeste la peur. Nous sommes à la fin du mois de juin et plus de 1200 prisonniers politiques sont entassés dans des cellules prévues pour moitié moins. Ce sont des enseignants, des étudiants, des avocats, des hommes d'affaires, tous ceux que le régime de Kadhafi considère comme une menace. Certains sont ici depuis des années sans procès. D'autres ont été arrêtés il y a seulement quelques semaines pour le crime d'avoir pensé différemment. La prison se trouve à la périphérie de Tripoli. Ses murs sont hauts et sa réputation est encore plus sombre. Tout le monde en Libye connaît Abu Salim. Les familles murmurent son nom avec effroi. Être envoyé ici signifie que vous avez disparu du monde. Les lettres n'arrivent pas. Les visites sont refusées. Vous cessez simplement d'exister. En ce jour particulier, quelque chose semble différent. Les gardiens sont plus agressifs que d'habitude. Ils crient des ordres, aboient des commandements. Les prisonniers le sentent. Quelque chose se prépare. Depuis des semaines, les détenus protestent, sans violence. Ils réclament des droits fondamentaux, une meilleure nourriture, des soins médicaux et la possibilité de voir leur famille. Les conditions sont inhumaines. Des hommes meurent de maladies pourtant soignables. L'eau est contaminée. Les passages à tabac sont courants, alors ils ont exigé de parler aux autorités. Ils ont demandé un peu d'humanité. Mais Kadhafi ne négocie pas avec les prisonniers et il ne tolère certainement pas la dissidence. Le matin, les gardiens commencent à circuler dans les blocs cellulaires. Ils appellent des noms, des dizaines de noms. Les prisonniers dont les noms sont appelés doivent rassembler leurs affaires. On leur dit qu'ils vont être transférés vers de meilleures cellules, peut-être dans un autre établissement. Les hommes échangent des regards. Doivent-ils croire cela? À Abu Salim, rien de bon n'arrive jamais à ceux dont le nom est appelé. Mais ont-ils vraiment le choix? Quand les gardiens appellent votre nom, vous y allez. Un par un, ils sortent de leur cellule en file indienne. Certains sont jeunes, à peine dans la vingtaine. D'autres sont des pères d'âge mûr qui n'ont pas vu leurs enfants depuis des années. Ils avancent dans les couloirs, les mains derrière le dos comme on leur a ordonné. Le bruit de leurs pas résonne contre les murs de béton. Ils sont conduits dans la cour de la prison. C'est un grand espace ouvert, entouré de hauts murs. Le soleil tape sans pitié. De plus en plus de prisonniers sont amenés jusqu'à ce que des centaines soient rassemblés. Ils restent là, confus, attendant, se demandant ce qui va se passer ensuite. Et puis, ils les voient, les forces de sécurité, des dizaines d'entre eux, postés le long des murs, armés d'armes automatiques. Ce n'est pas un transfert, c'est tout autre chose. Certains prisonniers commencent à paniquer. Ils essaient de reculer vers les portes, mais les gardes leur barrent le passage. Il n'y a nulle part où aller. La cour est devenue une cage, et ils sont piégés à l'intérieur. Sans avertissement, l'ordre est donné et la fusillade commence. Le bruit est assourdissant. Des coups de feu éclatent de toutes parts. Des hommes tombent là où ils se tiennent. D'autres essaient de fuir, se bousculant les uns les autres, désespérés de trouver un abri qui n'existe pas. Certains se jettent au sol, espérant faire semblant d'être morts. Mais la fusillade ne s'arrête pas. Elle continue encore et encore. Ceux qui survivent à la première salve sont traqués. Les gardes traversent la cour en exécutant à bout portant tous ceux qui respirent encore. Méthodique, efficace, le massacre dure des heures, et lorsqu'il prend enfin fin, la cour est silencieuse, à l'exception des gémissements des mourants. Mais le massacre n'est pas terminé. Tout au long de la journée, et jusque dans la soirée, d'autres prisonniers sont amenés par groupe. Chaque fois, la même routine. Conduits dans la cour, abattus, laissés pour morts. Lorsque la nuit tombe, plus de 1200 hommes sont morts. Leurs corps sont entassés dans la cour comme des déchets. Le sang s'accumule sur le béton. L'odeur est insupportable. Et puis vient la dissimulation. Des camions arrivent dans l'obscurité. Les corps sont chargés et emmenés. Certains rapports affirment qu'ils ont été enterrés dans des fosses communes dans le désert. D'autres prétendent qu'ils ont été brûlés. La vérité, c'est que personne ne le sait avec certitude. Les corps n'ont jamais été rendus aux familles. Aucun certificat de décès n'a été délivré. Les hommes ont simplement disparu. Dans la prison, les détenus survivants sont terrifiés. Ils ont entendu les coups de feu. Ils savent ce qui s'est passé et on leur dit très clairement que si quelqu'un parle de ce qui s'est produit, il sera le prochain. Le silence est imposé avec une efficacité brutale. À l'extérieur des murs de la prison, les familles attendent des nouvelles. Depuis des semaines, elles n'ont rien entendu de leurs proches. À présent, elles en entendent encore moins. Lorsqu'elles viennent à la prison poser des questions, elles sont refoulées. On leur dit qu'il n'y a personne ici de ce nom.
Vous devez faire erreur. Certaines familles refusent de l'accepter. Elles continuent de revenir jour après jour. Où est mon fils? Où est mon mari? Mais les portes restent fermées. Les gardiens restent silencieux et les familles ne restent qu'avec des questions sans réponse. Le gouvernement de Kadhafi maintient le mensonge. Il n'y a pas eu de massacre. Les prisonniers ont simplement été transférés ou relâchés, ou bien ils n'ont jamais existé. La version officielle est qu'il ne s'est rien passé à Abu Salim ce jour de juin, mais des rumeurs circulent à voix basse et lors de réunions secrètes. Les familles commencent à s'organiser discrètement. Elles partagent des informations, elles comparent leurs récits et peu à peu, une image de la réalité des faits se dessine. Les années passent. Kadhafi reste au pouvoir. Les familles des disparus poursuivent leur veille silencieuse. Elles refusent d'oublier. Elles refusent de laisser leurs proches être effacés de l'histoire. Ce n'est qu'en 2001 que quelqu'un reconnaît officiellement ce qui s'est passé. Un avocat spécialisé dans les droits de l'homme, nommé Fatih Terbil, commence à représenter les familles. Il exige des réponses. Il exige la justice. Le régime réagit en le harcelant, en le menaçant. Mais il ne s'arrête pas. Et puis, en 2011, tout change. Le printemps arabe atteint la Libye. Des manifestations éclatent dans tout le pays. L'une des étincelles qui déclenche la révolution est l'arrestation de Fatih Terbil. Les familles d'Abu Salim descendent dans la rue. Elles sont restées silencieuses pendant 15 ans. Désormais, elles en ont fini avec le silence. Elles défilent avec des photos de leurs proches disparus. Elles scandent les noms des morts. Elles exigent que les responsables rendent des comptes. Leur courage inspire d'autres personnes à les rejoindre. À mesure que les manifestations prennent de l'ampleur, la mainmise de Kadhafi sur le pouvoir commence à faiblir et à mesure que son régime s'effondre, de nouvelles informations sur Abu Salim commencent à émerger. Des gardiens se manifestent avec leurs témoignages. Des documents sont découverts. L'ampleur du massacre devient évidente. Des organisations internationales commencent à enquêter. Des groupes de défense des droits de l'homme recueillent les témoignages. Le monde découvre enfin ce qui s'est passé derrière ces murs de prison ce jour de juin 1996. Un survivant raconte comment il a fait le mort pendant des heures, tandis que les gardiens circulaient parmi les corps, achevant quiconque bougeait. Il est resté allongé dans une mare de sang qui n'était pas le sien, respirant à peine, jusqu'à la tombée de la nuit, moment où il a pu ramper vers la sécurité. Un autre témoignage provient d'un gardien à qui l'on avait ordonné de participer. Il décrit la manière systématique dont les exécutions ont été menées, comment les prisonniers étaient sortis par groupes gérables, comment les tireurs étaient positionnés pour maximiser l'efficacité et comment il ne devait y avoir aucun survivant. Les familles ont enfin la confirmation de ce qu'elles savaient au fond d'elles depuis des années. Leurs proches ne rentreront pas à la maison. Ils ont été assassinés, abattus comme des animaux par un régime qui craignait son propre peuple. En 2011, alors que Kadhafi fuit Tripoli, les rebelles prennent d'assaut la prison d'Abu Salim. Ils trouvent des preuves du massacre, des tunnels où les corps auraient été enterrés, des taches de sang qui n'ont jamais complètement disparu, et des registres, des listes de noms, des dates de décès. Le régime avait tout consigné, même s'il niait tout en bloc. Kadhafi lui-même n'a jamais admis avoir ordonné le massacre. Jusqu'au bout, il affirme qu'il n'en savait rien, que peut-être certains prisonniers se sont révoltés et que les gardiens ont réagi avec la force nécessaire, que les rapports sur les massacres de masse sont exagérés par les ennemis de l'État. Mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Plus de 1200 hommes sont entrés dans la prison d'Abu Salim et n'en sont jamais ressortis. Leurs familles ne les ont jamais revus. Leurs corps n'ont jamais été rendus. Et pendant 15 ans, leur gouvernement a nié leur existence même. Aujourd'hui, il existe un mémorial à Tripoli. Les familles s'y rassemblent pour se souvenir. Des photographies des victimes tapissent les murs, des visages jeunes, des visages âgés, des hommes qui auraient dû vivre pleinement leur vie, mais qui ont été fauchés dans la cour d'une prison par une chaude journée de juin. Le massacre d'Abu Salim demeure l'une des pires atrocités du régime de Kadhafi, non seulement par l'ampleur du massacre, mais aussi par la manière systématique dont il a été perpétré puis dissimulé. Une prison entière a été réduite au silence en une seule journée, puis effacée de l'histoire comme si ses occupants n'avaient jamais existé. Mais ils ont bel et bien existé. Ils étaient fils et pères, frères et maris, des hommes avec des rêves, des familles et un avenir, et ils méritaient mieux que de mourir dans cette cour. Ils méritaient d'être commémorés. Et maintenant, enfin, après des années de silence, leurs histoires sont racontées,
leurs noms sont prononcés, et le monde sait ce que Kadhafi a tenté si ardemment de cacher. Qu'en ce jour de juin 1996, il a ordonné le meurtre de plus de 1200 de ses propres concitoyens, puis il a fait comme si cela n'avait jamais eu lieu.